Bonjour à tous, je suis toujours à Kuala Lumpur, je suis au temple qui s'appelle Tan Hu. C'est le plus grand temple taoïste de la Malaisie. Il est extrêmement beau, extrêmement grand. J'avais jamais vu ça et c'est vrai que c'est... je suis comme un gamin, j'ai envie de tout prendre en photo, tout voir, tout filmer, tout vivre. Je fais cette vidéo parce que quand je suis rentré en France, beaucoup d'amis et puis ma famille aussi m'ont demandé ce que j'ai retenu de ce voyage, ce que j'ai appris, ce qui m'a fait grandir. Et c'est vrai qu'au début, je me sentais vraiment con parce que j'avais pas de réponse en fait. J'avais des bouts de réponse, mais c'était tellement éparpillé dans ma tête. Il m'a fallu un petit bout de temps quand même pour structurer tout ça et puis vous proposer une vidéo. J'espère que mon retour d'expérience pourra aider certains pour leur futur voyage. Mais en tout cas, voilà, j'ai 8 points. Voyager ne coûte pas si cher que ça. On a calculé à peu près notre budget, on est à peu près à 500 € de dépenses par mois et on a bien compris qu'il y a certains moments on pouvait même dépenser encore moins. Et même les moments où on dépensait moins, c'était même les meilleurs moments. Et en fait, moins on dépense d'argent, plus on va essayer de trouver des solutions alternatives. Ça va faire vivre des choses humaines qui vont être des vraies expériences de vie. En voyage, les principales dépenses, c'est l'hébergement, le transport et la nourriture. Nous, on dormait en tente, on se déplaçait en vélo, du coup, transport et hébergement, il n'y a pas. Et il restait que la nourriture et puis les autres dépenses un petit peu annexes. Globalement, il est possible de s'en sortir avec pas trop cher. On peut même dépenser encore moins par exemple en demandant au restaurant s'ils n'ont pas des choses qu'ils vont jeter. Franchement, c'est même possible. J'ai vu des chaînes YouTube de mecs qui voyagent des mois sans argent. C'est complètement ouf, mais il y en a qui le font. Personnellement, je pense pas que je le ferais parce que du coup ça te rend ultra dépendant de tout le monde et j'aime pas trop ce sentiment. Mais par contre, sachez que c'est possible aussi de voyager sans argent. Il y a même des sites dédiés comme Workaway qui permet de travailler en tant que volontaire en échange du gîte et le couvert. On peut aussi utiliser Warm Shower ou Couchsurfing qui permet de loger chez les habitants gratuitement. C'est des habitants qui se portent volontaires et qui sont souvent altruistes. Et voilà, il y a plein de petites solutions comme ça qui permettent de voyager à moindre coût. Il n'a jamais été aussi simple de voyager. Aujourd'hui, avec l'ère d'Internet, on a accès à toutes sortes d'informations, où s'héberger, comment aller d'un point A à un point B, quel moyen de transport, les retours des gens, les avis des gens, toutes ces applications qui vont faciliter le voyage. Il y a aussi le matériel qui est de plus en plus petit, compact, performant, multifonction. Donc on peut voyager aussi léger, il n'y a plus besoin de s'encombrer avec des choses qui sont encombrantes. Par exemple une caméra, là, celle que j'utilise, elle est minuscule. La tente qu'on avait en bivouac, ma tente elle était comme ça quoi, elle pesait 1,3 kg je crois. C'est de plus en plus simple. Troisième point, il faut apprendre à laisser place à l'imprévu. Lors de mes premiers voyages qui étaient plus de l'ordre touristique, j'avais une durée de temps qui était limitée, donc 2-3 semaines, voire un mois. Tu as envie de tout voir, de tout faire et tu compresses tout ça au maximum pour remplir ta checklist de choses à faire. Quand tu es comme ça, tu es stressé, tu n'es pas bien, tu prends pas le temps de décompresser, de vivre. Mon conseil en fait, ça serait oui certes, de visiter des choses, de participer à des nouvelles expériences, à des activités plein air, plein de choses, des musées, mais aussi prendre le temps pour soi, pour se reposer, pour aussi rien faire. Rien faire, c'est aussi quelque chose qui est important parce que tu as le temps de réfléchir, de te poser des questions, mais rien faire ça peut être aussi lire, faire du dessin, toutes ces tâches là qui t'aident aussi à te sentir en vacances, à te sentir en voyage, à améliorer ta qualité de vie et te sentir un peu plus zen quoi. Parce que si tu cours après tous les musées dans un laps de temps limité, au final tu auras vu plein de trucs mais tu vas pas te sentir décompressé. Ne pas emporter trop de choses parce qu'en fait c'est plus simple d'acheter le matériel dont tu vas manquer plutôt que de te débarrasser d'un objet que tu as déjà acheté. Par exemple pour ce voyage à sac à dos, je savais pas s'il fallait que j'emmène ma tente ou pas. Je savais pas si j'allais dormir dehors ou si j'allais dormir principalement en auberge. Mais si j'avais emmené ma tente et que mon voyage ça aurait été que de me balader d'auberge en auberge, et ben je me serais trimballé cette tente pendant tout ce voyage. Parce que cette tente je l'ai payé 300 € et va te débarrasser d'un objet qui coûte 300 € c'est ultra compliqué. Il y a beaucoup d'exemples comme ça à donner, mais
En général, on trouve tout partout. Avec Stéphane, en vélo, c'est vrai qu'on s'est baladé avec pas mal d'objets qui nous ont pas servi, mais qu'on n'a pas pu se débarrasser parce que c'était des objets qui coûtaient très cher. On en a envoyé au début une partie en France par courrier, mais après avoir vu que quelques paquets se perdaient, on a arrêté. Et puis même d'un point de vue bien-être, on se sent mieux quand on a moins d'objets sur soi. Partir léger plutôt que de partir avec toutes sortes d'objets. Tu as un objet, en fait, tu te dis est-ce que je vais en avoir besoin? Si c'est peut-être, eh ben il faut pas l'emmener. À part tout ce qui est médicaments, objets d'urgence. Mais sinon, faut pas s'encombrer avec tout un paquet de merde que tu vas devoir promener partout. Ça fait du poids en plus, ça fait du volume en plus, ça fait du stress en plus. On se dit qu'en Serbie ou en Croatie, dans ces pays-là, ou en Iran, on va peut-être pas trouver les objets qu'on a en France. Et ben si, en fait si, on trouve tout partout. Après, faut aller, c'est sûr qu'il faut aller dans les grandes villes, mais dans les capitales en général, tu trouves tout. Point numéro 5, notre notion du danger est faussée. Donc je pense qu'il faut arrêter de se méfier de tout, d'écouter la télévision comme si c'était la voix cosmique. Ça éveille surtout ta peur, ta crainte. Tu vois les sites gouvernementaux, les cartes géopolitiques, etc. Et souvent l'information, elle te fait peur. Le but est certes de prendre en compte ces informations, ces risques, mais aussi se faire sa propre opinion. Si on avait été dans la crainte, dans la méfiance pendant tout ce voyage, on n'aurait pas rencontré tous ces gens-là, on n'aurait pas été hébergés par ces familles qui nous ont hébergés, parce qu'on aurait eu peur. Notre voyage aurait été extrêmement différent, on se serait refermé sur nous et on n'aurait pas vécu ce voyage de la même façon. Et il faut creuser l'information, même sur internet, regarder d'autres voyageurs qui sont déjà allés dans tel pays, etc. Mais quand même toujours avoir dans l'esprit qu'il faut quand même être méfiant. Toujours. Et ça, c'est très dur à jauger, le fait d'une part de faire confiance aux gens, mais aussi de garder une part de méfiance tout le temps. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas forcément au début du voyage, mais voilà, il faut toujours avoir un esprit critique. Et ça, c'est mon point justement numéro 6, c'est qu'il faut se méfier des gens, parce que quand tu as une tête d'occidental et que tu vas dans des pays pauvres, eh ben, il y a des gens qui voient en toi un porte-monnaie et ils vont mettre en place des ruses pour essayer de t'arnaquer. Des fois, ces arnaques elles vont très loin et ça peut être très très dangereux. Regardez sur internet avant d'aller dans un pays les arnaques qui existent, parce qu'il y a des mecs qui sont extrêmement futés pour arnaquer les gens. D'ailleurs, ici à Kuala Lumpur, en 10 jours, je me suis servi qu'une fois de ma carte et quelqu'un me l'a piraté. Ça, je vais faire une vidéo pour vous expliquer cette histoire-là. Mais c'est un truc de ouf et je savais pas que ça existait. Point numéro 7, c'est quelque chose d'un peu plus spirituel. Le plaisir est quelque chose de sain. Là, c'est quelque chose difficilement à expliquer, du coup je vais plutôt donner des exemples. Par exemple, pour moi, le plaisir qui n'est pas quelque chose de sain et qui n'est pas un vrai plaisir, c'est d'aller en boîte de nuit, de se bourrer la gueule et puis de rencontrer des gens, certes, de passer un bon moment sur le moment. Tu kiffes ta soirée et puis après le lendemain tout est archivé quoi, tout est archivé et puis t'as rien appris de ce moment, ça t'a pas fait évoluer, tu gardes même plus de plaisir de ce moment là. C'était le plaisir que t'avais à la soirée, mais à ce moment là quand tu te réveilles le lendemain t'as plus de plaisir, c'est fini. Et d'ailleurs souvent t'as la gueule de bois, du coup t'es pas non plus très bien. Donc contrairement à ce plaisir en fait qui est assez éphémère et artificiel, je mettrais ça en opposition avec d'autres plaisirs que tu as alors que tu n'es pas dans l'optique de chercher un plaisir. Par exemple, faire à manger, être avec sa famille, marcher dans un parc, faire une activité manuelle comme dessiner, écrire ou faire du tricot ou faire du sport. Et quand tu le fais, tu n'es pas à la recherche d'un plaisir, c'est juste que tu vis en fait, tu fais une expérience de vie qui est sainte. Ne me voyez pas en tant que donneur de leçons, je vous donne juste mon avis. Ces activités-là en fait, elles vont t'apporter un plaisir inconscient et qui va durer dans le temps. En fait, j'ai l'impression que plus on cherche le plaisir et moins on l'a. Et plus on se laisse porter par la vie, les choses très simples, et bien plus notre cerveau va être nourri et heureux à long terme. Le 8e point est assez spécial. J'ai hésité à vous en parler parce que c'est pas quelque chose de très cartésien, c'est pas quelque chose fondé sur une théorie rationnelle, c'est plutôt ce que j'ai pu observer pendant le voyage. Le positif attire le positif et le négatif
attire le négatif. Et ça même indirectement. Je vais vous donner 2 exemples, vous allez comprendre. Premier exemple, on venait d'arriver en Croatie, je crois, avec Stéphane. Et on arrive dans un parc, on cherche un endroit pour poser la tente. L'idéal c'était de la mettre dans le parc, sauf qu'il y avait un groupe d'enfants, des jeunes, des adolescents qui traînaient pas loin et qui arrêtaient pas de nous regarder, nous dévisager. Et puis on se disait avec Stéphane, on va pas mettre la tente tout de suite, ils vont venir nous dépouiller, ils vont repérer l'endroit et puis ils vont nous dépouiller pendant la nuit. Il faut qu'on soit discret, il faut pas qu'ils sachent qu'on va mettre la tente. Et puis nous on restait là et puis on se disait putain mais quand est-ce qu'ils vont se casser, et ils nous font chier, alors qu'il n'y avait aucune raison en fait d'avoir toute cette haine envers eux. Et quelques minutes plus tard, quelques dizaines de minutes plus tard, ces jeunes viennent nous voir et nous apportent 2 sacs de nourriture, des sodas, des chips, des gâteaux, plein de choses. On avait été tellement haineux envers eux dans leur dos et eux ont été tellement gentils ensuite, on s'est senti extrêmement cons. Au moment où ils nous ont donné les sacs, mais peut-être 5 minutes après, on s'est pris une averse torrentielle dans la tête, alors que juste avant il faisait très beau. Et du coup, avec Stéphane, on n'arrêtait pas de dire que c'était le karma et tout ça. C'est juste intriguant en fait. J'ai commencé à être attentif envers ces choses-là. Et en fait, plein de fois, l'événement s'est répété. Le fait de subir un fait négatif juste après avoir eu une pensée négative ou avoir eu une action négative. Et même s'il n'y a aucun lien, là c'est vrai qu'il n'y a aucun lien entre la pensée négative qu'on a eue envers ces jeunes et puis la pluie torrentielle qu'on a eue sur la gueule juste après. Plusieurs fois on a eu des expériences comme ça. Un autre exemple, c'était vers le début du voyage, je ne me rappelle pas où c'était, on était à vélo et puis on n'en pouvait plus, il faisait pas beau, on était fatigué, on avait faim, on était sale, tout allait mal et puis on n'arrêtait pas de se monter la tête avec ça. Puis on retourne à Paris, qu'est-ce qu'on fout là? Et puis on se monte la tête comme ça pendant quelques kilomètres. Et puis après on arrête de se plaindre et puis justement on tourne ça dans l'autre sens. On se dit putain mais on n'est pas bien là en fait. On est juste libre, on se sent bien, on se sent vivant. On a à boire, on a à manger, on a notre tente, on a tout ce qu'il nous faut en fait. On est bien et puis on n'arrêtait pas de dire ici on est chez nous. Partout où on mettait la tente, on disait ici on est chez nous. Et on se sentait bien à ce moment-là. On est passé vraiment de quelqu'un de très négatif à quelqu'un de positif en quelques minutes. Et juste à ce moment-là, quelqu'un est venu et puis nous a proposé de venir chez lui. Voilà, nous a tendu la main. Juste au moment où justement on est passé de la mauvaise pensée à la bonne pensée. Et encore une fois, il n'y a aucun lien direct. Et voilà, c'est vrai que j'avais hésité de vous en parler parce que c'est fondé sur rien, c'est juste mes observations. Et puis je l'ai observé plein de fois, j'ai plein d'exemples à donner. J'aime aussi cette pensée, ça permet aussi de te pousser à devenir une meilleure personne parce que tu sais que si tu fais des actions négatives tu vas le payer. Ouais, j'hésite encore à le mettre au montage, mais voilà, c'était le dernier point parce que je sais que il y a des gens qui vont être assez opposés à ce que je viens de dire. Voilà, j'ai quand même pris beaucoup de précautions pour vous raconter ces histoires, pour pas vous dire que c'est quelque chose dont il faut croire et que c'est une vérité absolue. Même moi je suis juste observateur dans cette histoire. Je suis pas un gourou ou je suis pas en train de vous parler de religion. C'est juste quelque chose que j'avais envie de partager avec vous et c'est une pensée que je trouve assez intéressante et amusante. Je sais pas si vous, dans vos vies, vous avez pu déjà observer des cas similaires. Et puis en repensant aux histoires passées que j'ai eues dans ma vie, des fois je me dis que ouais, il y a peut-être quelque chose à creuser, mais honnêtement j'en sais rien. Et puis je préfère en fait pas trop savoir, juste vivre et puis essayer de faire au mieux que je peux autour de moi. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous aurez appris des choses et puis n'hésitez pas aussi en commentaire à me dire vos petits conseils, vos petits retours de voyage pour ceux qui ont déjà voyagé, des petites choses que vous avez appris que j'ai pas expliqué. Et puis ça me fera toujours plaisir et puis on pourra échanger comme ça. Et puis je vous laisse sur ces mots, ciao.